L'invitation est arrivée un mercredi matin, soigneusement présentée dans une épaisse enveloppe couleur crème aux lettres d'or. J'ai tout de suite su qu'elle venait d'Étienne, même s'il n'avait appelé que quelques fois au cours des 5 dernières années et n'était jamais venu à Bellefontaine. J'ai tourné l'enveloppe entre mes mains, hésitant à l'ouvrir. Quelque chose me disait que son contenu allait changer le cours de ma vie. Je m'appelle Chantal Dubois. J'ai 65 ans et je vis dans une rue tranquille de Bellefontaine, dans une maison que j'ai achetée il y a 22 ans. Mes voisins pensent que je ne suis qu'une comptable à la retraite, une veuve qui aide occasionnellement les commerces locaux avec leur déclaration de revenus. Personne ne sait que j'ai un compte en banque à 9 chiffres. Pas même mon fils unique n'en a la moindre idée. J'ai fini par ouvrir l'enveloppe et j'en ai sorti le faire-part. Papier épais, police de caractère ornée. Étienne Dubois et Pascal Tremblay vous convitent à célébrer leur mariage. Le mariage avait lieu dans 3 semaines. Je me suis affalée sur une chaise, sentant mes mains trembler. Étienne allait se marier. Mon garçon allait se marier, et je ne connaissais même pas sa future épouse. Il y avait un mot dans l'enveloppe, écrit d'une écriture anguleuse qui m'était familière. Maman, je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, mais je te demande de venir. C'est important pour moi. Étienne. Il demandait rarement quelque chose. Il avait toujours été si indépendant, même enfant, probablement parce qu'il avait appris très tôt à ne pas compter sur son père. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, les pommiers de mon petit jardin étaient en fleurs. Des pétales blancs tourbillonnaient dans l'air comme de la neige. J'aime ma maison. Elle n'est pas trop grande, mais accueillante, avec une terrasse en bois et de vieux parquets qui craquent la nuit. Il y a assez de place pour moi, mes livres et mes souvenirs. Ma Peugeot était garée dans l'allée. Elle avait 10 ans, mais était en excellent état. J'aurais pu acheter n'importe quelle voiture, d'une Bentley à une Ferrari. Mais pourquoi? Ma voiture est fiable, confortable et n'attire pas l'attention. Posant le faire-part sur la table, je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer un thé. La routine familière m'aidait à organiser mes pensées. J'ai sorti ma tasse préférée, blanche avec des ornements bleus, un cadeau d'Étienne pour mon 50e anniversaire. À l'époque, il rentrait encore régulièrement à la maison. Que savais-je de sa fiancée? Presque rien. Je crois qu'il a mentionné son nom lors de notre dernière conversation téléphonique à Noël. Pascal travaille dans la publicité. Ils se sont rencontrés à une conférence. C'est tout ce que je sais. Pendant que la bouilloire chauffait, je me suis souvenu comment Étienne avait grandi sans père. Bruno est parti quand son fils n'avait que 7 ans. Il a simplement fait ses valises et a disparu de nos vies, laissant une note qui disait « Je suis désolé, mais je ne suis pas fait pour la vie de famille ». La vérité a éclaté plus tard. Il avait rencontré une femme de 15 ans sa cadette, l'héritière d'une grande entreprise de construction. Elle lui avait probablement semblé être un billet pour une vie de luxe et d'oisiveté. Ironie du sort. Il cherchait une femme riche alors qu'il vivait avec une millionnaire sans même le savoir. Je n'ai jamais parlé de ma fortune à Étienne. Au début, j'avais peur que Bruno revienne pour l'argent, puis que mon fils change en apprenant la vérité. Je voulais qu'il devienne un homme indépendant qui ne compte pas sur la richesse de sa mère. Ma fortune a commencé avec un héritage de mon cousin Archibald Le Gall. C'était un vieux célibataire reclus que la famille considérait comme un excentrique. Tout le monde a été choqué quand il m'a légué toute sa succession, un hôtel particulier à Lyon et une coquette somme en banque. Pourquoi moi? Peut-être parce que j'étais la seule à écouter patiemment ces interminables histoires de voyages et de civilisations anciennes. Quand j'étais jeune, j'ai vendu l'hôtel particulier, et sur les conseils d'un conseiller financier, j'ai investi l'argent dans des compagnies pétrolières. C'était au début des années 90, quand les prix du pétrole ont commencé à grimper en flèche. Mes investissements ont généré des revenus que j'ai réinvestis dans des projets prometteurs. Plus tard, j'ai diversifié mon portefeuille pour inclure le secteur pharmaceutique, la technologie et l'immobilier. L'argent a fait boule de neige, mais j'ai continué à vivre modestement, non par avarice. Les biens matériels n'ont jamais été une priorité pour moi. Je m'autorisais quelques objets de qualité plutôt que des dizaines de babioles. Je voyageais incognito dans des endroits agréables mais sans luxe ostentatoire, et je soutenais anonymement des œuvres de charité locale. Étienne a grandi en croyant que nous vivions de mon salaire de comptable et d'un petit héritage de l'oncle Archie. J'ai payé ses études, expliquant que cela provenait de mes économies et d'un prêt que je n'ai en réalité jamais contracté. Après sa grande école de commerce, il a déménagé à Paris et a trouvé un emploi dans une grande entreprise de services du numérique. Notre relation est progressivement devenue plus formelle,
des appels une fois par mois, puis une fois par trimestre, de rares visites pour les fêtes qui ont fini par cesser complètement. Je ne lui en voulais pas. La jeunesse est égoïste et la grande ville crée une dépendance. Mais parfois, surtout le soir, la nostalgie m'envahissait. Alors je montais dans ma Peugeot et je roulais jusqu'à la périphérie de Bellefontaine, où se trouvait une petite colline surplombant la ville. Assise là, je songeais à l'étrangeté de la vie. J'avais assez d'argent pour acheter la moitié de la ville, mais il me manquait l'essentiel, la proximité avec la seule personne qui constituait ma famille. La bouilloire a sifflé sur la cuisinière, me tirant de mes souvenirs. J'ai préparé mon thé et je suis revenue au faire-part. Étienne allait se marier. Mon garçon fondait une famille. Devais-je lui dire la vérité avant le mariage ou laisser les choses en l'état? J'imaginais la réaction de mon fils, l'incrédulité, peut-être la colère. Pourquoi m'as-tu caché ça pendant toutes ces années? Tu ne me faisais pas confiance? Que répondrais-je? Que j'avais peur de le gâcher. Que je voulais le protéger des gens intéressés par l'argent. N'importe quelle raison sonnerait comme une excuse. Le téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Étienne. C'était comme si mes pensées à son sujet s'étaient matérialisées en un appel. Maman, tu as reçu le faire-part. Sa voix semblait tendue, comme s'il doutait de ma réponse. Oui, mon chéri. Ce matin. Tu viens. J'ai perçu quelque chose d'étrange dans sa voix. De l'excitation, de l'incertitude. Pourquoi ma présence était-elle si importante pour lui alors que nous nous étions à peine parlé ces dernières années? Bien sûr que je viendrai. C'est ton mariage. Merci, a-t-il expiré avec un soulagement évident. Pascal a très envie de te rencontrer. Moi aussi, ai-je menti? En fait, j'étais envahie d'une anxiété inexplicable à l'idée de rencontrer ma future belle-fille. Parle-moi un peu d'elle. Elle est merveilleuse, maman. Intelligente, déterminée. Elle travaille dans une grande agence de publicité et ses projets remportent des prix. Et elle a fait un travail formidable pour l'organisation de notre mariage. Tout sera parfait. J'écoutais le monologue enthousiaste de mon fils et j'essayais de me représenter cette Pascal. Pour une raison quelconque, l'image d'une femme froide et calculatrice, avec une coiffure parfaite et un regard perçant, me venait à l'esprit. Mais peut-être que j'étais injuste. Après tout, Étienne n'avait jamais eu mauvais goût en matière de femme. Où allez-vous vivre après le mariage? Ai-je demandé quand il a fait une pause. Nous avons déjà trouvé un appartement dans le Marais. Il n'est pas très grand, mais c'est dans un quartier agréable. Par contre, nous avons dû contracter un prêt immobilier sur 20 ans. Je me suis mordu la lèvre. J'aurais pu leur acheter une maison sans aucun prêt. Mais comment expliquer une telle générosité de la part d'une comptable à la retraite? Si vous avez besoin d'aide pour l'apport. Non, non, on va se débrouiller, a-t-il répondu rapidement. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Nous avons parlé encore une dizaine de minutes de la météo, du travail d'Étienne et de la manière dont je viendrais à Paris. Puis il s'est excusé, disant qu'il avait une réunion, et nous nous sommes dit au revoir. J'ai posé mon téléphone et je me suis approchée de la fenêtre. C'était une journée claire et ensoleillée. Madame Martin, ma voisine d'en face, s'affairait dans son jardin à planter des fleurs. Les jumeaux de 8 ans de son petit-fils couraient sur la pelouse en jouant avec le chien. C'était une image idyllique de la vie de province française. Ma vie aussi semblait normale de l'extérieur. Seul moi savais que dans 2 jours, les revenus trimestriels de mes investissements seraient versés sur mon compte, un montant qui dépassait le budget annuel de Bellefontaine. J'ai commencé à faire une liste de choses à faire avant mon voyage. Il me faudrait trouver la tenue adéquate pour le mariage. Élégante, mais pas trop chère. Quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons mais ne me ferait pas non plus passer pour une parente pauvre. C'était une ligne de crête sur laquelle je marchais depuis de nombreuses années. Ensuite, je devais contacter Laurent Berger, mon conseiller financier et probablement le seul ami qui connaissait la vérité sur ma fortune. Il devrait superviser plusieurs transactions importantes en mon absence. Je suis montée dans ma chambre et j'ai ouvert l'armoire, fouillant dans mes vêtements. La plupart de mes robes étaient de bonne qualité, mais pas de haute couture. Je n'achetais des vêtements de créateur que lors de mes rares voyages en Europe, où personne ne me connaissait. La robe gris argentée que j'avais achetée à Milan l'automne dernier serait parfaite pour le mariage. Je l'ai sortie et l'ai tenue devant moi face au miroir. Une coupe simple mais élégante. Un tissu cher sans étiquette identifiable, parfait pour le rôle de la modeste mère du marié. Posant la robe sur le lit,
Je suis allée à la table de chevet et j'ai sorti un vieil album photo. Sur la première page, Étienne à l'âge de 3 ans, souriant de toutes ses dents, montrant sa dent de devant manquante. Sur la page suivante, le même garçon, mais maintenant écolier, l'air sérieux dans son uniforme de scout. Puis sa remise de diplôme, l'université, son premier emploi. J'ai feuilleté l'album jusqu'à la fin. La dernière photo avait été prise il y a 6 ans, quand Étienne était rentré pour la Toussaint. Après cela, il n'envoyait que des photos numériques, que j'imprimais et mettais dans une enveloppe, mais que, pour une raison quelconque, je n'avais jamais mise dans l'album. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Laurent. « Chantal, comment allez-vous? Avez-vous reçu mon rapport sur les derniers investissements ?» La voix de Laurent avait toujours un effet apaisant sur moi. Nous nous étions rencontrés il y a 25 ans, alors que je commençais tout juste à m'intéresser sérieusement aux investissements. Il était un jeune financier prometteur et j'étais une veuve inexpérimentée avec un héritage inattendu. Au fil des ans, il était devenu associé directeur d'une grande société d'investissement et j'étais l'une de ses plus riches clientes. Oui, j'ai reçu le rapport. C'est impressionnant, comme toujours. J'ai des nouvelles. Étienne se marie. Félicitations. Sa voix était emplie d'une joie sincère. Quand est le mariage? Dans 3 semaines, à Paris. Allez-vous lui dire? Laurent était le seul à comprendre mes doutes quant à la révélation de la vérité sur ma fortune. Je ne sais pas. Probablement pas. Du moins, pas maintenant. Je ne veux pas gâcher sa fête avec une telle nouvelle. Il pourrait être ravi. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre que sa mère est milliardaire. Ou en colère que je le lui ai caché pendant tant d'années. Ou commencer à me voir différemment. Ou sa fiancée. Je comprends, m'a interrompu Laurent. C'est à vous de décider. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de se cacher. Vous méritez de vivre au grand jour. J'ai soupiré. Nous avions déjà discuté de cela. Laurent pensait toujours que j'étais trop prudente, que mes craintes étaient exagérées. J'y réfléchirai. En attendant, j'ai besoin que vous vérifiiez ces transactions dont nous avons parlé. Nous avons discuté de quelques autres questions professionnelles, puis j'ai raccroché. J'ai passé la soirée à trier des documents et à planifier mon voyage. J'ai décidé de prendre le train. L'avion était plus rapide, mais j'aimais regarder les paysages changeants par la fenêtre. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Étienne. Petit, effrayé, perdu dans un immense supermarché. Je le cherchais, me frayant un chemin à travers des rangées interminables de produits, l'entendant pleurer, mais je ne parvenais pas à le trouver. Je me suis réveillée en sueur, avec un sentiment de malaise. Le mariage à venir me procurait une étrange anxiété. Quelque chose me disait que ce voyage allait tout changer. Peut-être que l'heure de vérité était arrivée. Ou peut-être qu'il était temps de perdre mon fils pour de bon. Je n'avais pas la réponse, mais j'étais sûre que se faire part de mariage était une invitation au désastre. Paris m'a accueilli avec une météo typique de la mi-mai, un ciel changeant et des rafales de vent. En sortant de la gare, je me suis sentie momentanément perdue dans la cohue. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis ma dernière visite, et la ville me semblait encore plus bruyante et chaotique. Maman! Je me suis retournée et j'ai vu Étienne. Il avait l'air en forme, bronzé, élégant dans un costume gris stylé. À côté de lui se tenait une grande blonde à la coiffure parfaite et au regard attentif. Pascal, sans aucun doute. Étienne m'a enfin serré dans ses bras. Tu n'as pas changé. C'était un mensonge. Bien sûr, les dernières années avaient laissé leur marque. De nouvelles rides, des mèches argentées dans mes cheveux bruns. Mais j'ai apprécié le compliment. Tu es superbe, ai-je dit en me tournant vers sa compagne. Vous devez être Pascal. Enchantée de vous rencontrer. Elle a souri, un sourire professionnel et étudié qui n'atteignait pas ses yeux. De même, Madame Dubois. Étienne m'a tant parlé de vous. Sa voix était mélodieuse, mais avec une note de condescendance à peine perceptible. Elle a jeté un coup d'œil à ma tenue, une robe simple et un gilet, confortable pour voyager, et quelque chose a brillé dans ses yeux. De la déception, du mépris. J'espère que ce n'est qu'en bien, ai-je dit, me sentant un peu mal à l'aise sous son regard scrutateur. Allons-y. La voiture nous attend, a dit Étienne en prenant ma valise. Nous vous avons réservé une chambre d'hôtel près de notre appartement. Vous pourrez vous reposer après votre voyage. Sur le chemin de la voiture, Pascal est resté un peu derrière nous, tapant frénétiquement quelque chose sur son téléphone.
J'en ai profité pour demander tranquillement à mon fils. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? À une conférence sur le marketing digital. Il a souri à se souvenir. Je représentais notre entreprise et Pascal était l'une des intervenantes. Elle a bluffé le public avec sa présentation. Ensuite, nous avons discuté lors de la soirée qui a suivi et, eh bien, les choses se sont enchaînées. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Un peu plus d'1 an. Je sais que cela peut paraître une décision rapide pour certains, mais quand on rencontre la bonne personne, on le sait, c'est tout. Tu comprends. J'ai hoché la tête, même si je ne comprenais pas vraiment. Mon mariage avec Bruno avait été le résultat d'une longue relation de 5 ans, et il s'était tout de même terminé en désastre. Nous nous sommes approchés d'une Audi noire aux vitres teintées. Étienne a ouvert la portière avant pour Pascal, puis m'a aidé à m'installer à l'arrière. Désolé, c'est un peu à l'étroit, maman, mais ce n'est pas loin. 20 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. Pascal a levé les yeux de son téléphone et s'est tourné vers moi. Comment s'est passé votre voyage, Madame Dubois? Le train, c'est si nostalgique. Je préfère l'avion, ça fait gagner tellement de temps. J'aime regarder le paysage, ai-je répondu. L'âge permet de prendre son temps. Bien sûr, a-t-elle souri à nouveau avec son sourire parfait. Quand on est à la retraite, on a beaucoup de temps. Il n'y avait pas d'impolitesse directe dans son ton, mais j'ai senti une petite pique. Elle m'imaginait probablement comme une retraitée démodée vivant au siècle dernier. Si seulement elle savait que je gagnais plus en une journée qu'elle en 1 an. Mais j'ai chassé cette pensée. Un tel orgueil était indigne de moi. Que faites-vous dans la publicité, Pascal? Ai-je demandé, essayant d'entretenir la conversation. Je suis directrice de la création chez Bloom Advertising. Nous travaillons avec certaines des plus grandes marques du pays. Vous avez peut-être vu notre campagne pour Stella Vita, une ligne de cosmétiques de luxe. Je l'avais vue et je possédais même des actions de l'entreprise qui fabriquait ces cosmétiques, mais je les gardais pour moi. Ça a l'air impressionnant. Ça l'est vraiment, a renchéri Étienne depuis le siège avant. Pascal a remporté 2 prix pour cette campagne. C'est une vraie professionnelle. Pascal a souri doucement, clairement habitué aux compliments. Dans la publicité, tout est question de relations et de faire bonne impression, a-t-elle dit en me jetant un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Et vous, Madame Dubois? Étienne a mentionné que vous êtes comptable. Encore ce ton, comme si elle parlait de quelque chose de banal, de dépassé. Oui, j'étais comptable à Bellefontaine. Je suis à la retraite maintenant, mais je conseille parfois des entreprises locales. C'est charmant, a-t-elle dit, et j'ai remarqué qu'Étienne grimaçait légèrement à son ton condescendant. Mais il n'a rien dit, se concentrant simplement sur la route. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence tendu. Je regardais par la fenêtre les immeubles haussmanniens défiler, et je pensais que ma première impression de Pascal était encore pire que ce que j'avais craint. Ambitieuse, sûre d'elle, et me considérant apparemment comme une provinciale inoffensive ne méritant pas son attention. L'hôtel où je logeais s'est avéré être un établissement de milieu de gamme décent à Saint-Germain-des-Prés. Étienne a aidé à porter ma valise dans ma chambre. Je dois retourner au bureau pour quelques heures, a-t-il dit une fois que nous étions seuls. Pascal est parti à son dernier essayage de robe. Ça ne te dérange pas de te reposer? Nous avons le dîner de répétition ce soir. Je passerai te chercher à 19h. Bien sûr, vas-y, ai-je souri. J'ai vraiment besoin de me détendre un peu après le voyage. Il m'a embrassé sur la joue et est parti. Je me suis laissé tomber sur un fauteuil, me sentant fatiguée, moins par le voyage que par cette première rencontre avec ma future belle-fille. Pascal était exactement comme je l'avais imaginé, calculatrice et arrogante. Mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont Étienne la regardait, avec adoration, comme si elle était le centre de son univers. Il ne remarquait pas son attitude condescendante envers moi, ou il choisissait de l'ignorer. J'ai défait mes valises, pris une douche et me suis allongée pour une sieste, en réglant mon réveil pour 18h. À mon réveil, j'ai passé un long moment à choisir une tenue pour la soirée. J'ai opté pour un tailleur bleu marine avec une broche en argent, assez élégant pour un dîner de répétition, mais pas trop formel. Étienne est venu me chercher à 19h précise. Il avait l'air un peu fatigué, mais excité. Tu vas rencontrer les parents de Pascal à temps, a-t-il dit alors que nous nous dirigions vers le restaurant. Ils sont arrivés de Lyon cet après-midi. Comment sont-ils? Des gens sympathiques. Son père, Henri Tremblay,
possède une chaîne de magasins de bricolage. Sa mère, Olivia, dirige une sorte d'œuvre de charité. Ils sont un peu conservateurs, mais ils aiment beaucoup Pascal. J'ai hoché la tête, me demandant s'ils connaissaient la vraie nature de leur fille ou si elle ne leur montrait que la version d'elle-même qu'ils voulaient voir. Le restaurant était un endroit branché avec une cuisine d'auteur. À l'intérieur, une vingtaine de personnes étaient déjà rassemblées. Des amis proches et des parents des futurs mariés. Pascal se tenait au centre d'un petit groupe, parlant avec animation et riant bruyamment de temps en temps. Elle portait une robe beige à la coupe complexe qui, j'en étais sûre, coûtait au moins plusieurs milliers d'euros. En nous apercevant, elle a interrompu sa conversation et s'est approchée de nous avec un sourire forcé. « Vous voilà. Maman, papa », a-t-elle dit en se tournant vers un couple d'âge mûr qui se tenait à proximité. « Voici Madame Dubois, la mère d'Étienne. » Henri Tremblay s'est avéré être un homme trapu aux tempes grisonnantes et à la poignée de main ferme. Sa femme Olivia, une femme délicate à la coiffure impeccable, très semblable à sa fille, m'a jeté un regard évaluateur. « Enchantée de vous rencontrer », a-t-elle dit d'un ton qui trahissait une pointe de déception. De toute évidence, je ne lui avais pas fait bonne impression. De même, ai-je répondu calmement, habituée à de telles évaluations. « Madame Dubois, je crois comprendre que vous venez de Bellefontaine, » a demandé Henri. « Jolie petite ville. J'y ai une ou deux de mes boutiques. » « Oui, c'est un endroit agréable. » « Ce doit être un grand changement pour vous, de passer d'une ville si tranquille à Paris, » a ajouté Olivia avec un léger sourire. « J'espère que le bruit de la grande ville ne vous fatigue pas trop. »« J'ai vécu à Paris quand j'étais plus jeune, » ai-je répondu. « La ville a changé, mais je connais son rythme. » Olivia a semblé légèrement surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'une comptable de province ait un tel passé. « Vraiment ? Pascal n'en a pas parlé. Ma mère a vécu ici avant ma naissance, » est intervenu Étienne. Ensuite, nous avons déménagé à Bellefontaine. « Je vois, » a dit Olivia, perdant manifestement tout intérêt pour le sujet. Pascal a pris Étienne par le bras. « Chérie, tu dois présenter ta mère à Jenna et Ryan. Ils viennent d'arriver. » C'était une manœuvre évidente pour l'éloigner de notre conversation. Étienne n'a pas semblé le remarquer et l'a suivi volontiers, me laissant avec ses parents. « Depuis combien de temps êtes-vous à la retraite, Madame Dubois ?» a demandé Henri en remplissant les coupes de champagne. « Officiellement, depuis environ 5 ans, mais je conseille encore quelques clients. »« La comptabilité est une profession si stable, » a remarqué Olivia. Pascal a toujours voulu une carrière plus créative. Elle s'est distinguée par ses capacités dès son plus jeune âge. J'ai hoché la tête, ne voulant pas me lancer dans un débat sur les mérites des différentes professions. Vous avez une fille merveilleuse. Ce n'était pas un mensonge éhonté. Pascal était sans aucun doute intelligente et ambitieuse. C'était simplement sa personnalité qui laissait à désirer. La conversation devenait de plus en plus gênante, et j'ai été soulagée quand on a annoncé qu'il était temps de s'asseoir à table. J'ai été placée entre un ami d'Étienne, dont j'ai immédiatement oublié le nom, et une dame âgée qui s'est avérée être la tante de Pascal. Le dîner s'est déroulé selon le scénario habituel de ce genre d'événement. Des toasts, des rires, des souvenirs de la rencontre du jeune couple. Pascal a brillé en racontant l'histoire de leur première rencontre avec un tel art que même moi, connaissant la vérité par Étienne, j'ai presque cru à sa version des faits. J'ai observé mon fils, assis à côté d'elle. Il la regardait avec adoration, ne la quittant pas des yeux, comme si elle était la seule source de lumière dans la pièce. Autrefois, Bruno me regardait de cette façon. Ce souvenir a ravivé une douleur sourde. À un moment donné, j'ai surpris le regard scrutateur de Pascal. Elle a chuchoté quelque chose à son amie assise à côté d'elle, et toutes deux ont ri doucement en jetant un coup d'œil dans ma direction. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, me concentrant sur mon dessert. « Madame Dubois », a dit Pascal à travers la table lorsque le café a été servi. « Étienne m'a dit que vous prévoyiez de rester jusqu'à la fin de la semaine après le mariage. J'espère que vous ne vous ennuierez pas à l'hôtel pendant que nous serons en lune de miel. » Son ton était poli, mais ces mots sonnaient comme une allusion au fait que je pourrais être un fardeau. « Ne vous inquiétez pas, je trouverai de quoi m'occuper, » ai-je répondu calmement. « Il y a toujours quelque chose à voir à Paris. »« Bien sûr, » a-t-elle souri. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma mère se fera un plaisir de vous aider. N'est-ce pas, maman ?» Olivia a esquissé un sourire forcé qui disait clairement qu'aider sa belle-mère de province ne faisait pas partie de ses plans. « Bien entendu, ma chérie. »
Je me sentais fatiguée par cette politesse feinte et ces sourires forcés. Excusez-moi, ai-je dit, et je suis sortie dans le hall du restaurant pour faire une pause loin du bruit et de la tension. Appuyée à la balustrade d'un petit balcon donnant sur la rue, j'ai pris une grande bouffée d'air frais du soir. Paris bourdonnait et scintillait de lumière, indifférente à mes soucis. Chantal, ce n'est pas possible. Je me suis retournée à cette voix familière et j'ai vu Laurent Berger sortir du restaurant. Laurent, que faites-vous ici? Il a souri en s'approchant. Un dîner d'affaires avec des clients dans la salle voisine. Je vous ai vu en passant. Vous êtes au mariage de votre fils? Juste le dîner de répétition. Le mariage est après-demain. Laurent avait l'air en forme, élégant, avec une touche de gris aux tempes, vêtu d'un costume impeccable. Les années lui avaient ajouté de la dignité, mais pas de l'âge. Que pensez-vous de votre future belle-fille? A-t-il demandé en s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. J'ai soupiré. Pour être honnête, je ne suis pas ravie. Elle est arrogante. Et elle semble penser que je suis une vieille femme sans valeur. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Laurent a souri. Je parie qu'elle changerait de ton si elle connaissait vos actifs. C'est exactement ce que je crains. Je ne veux pas que les gens me traitent différemment à cause de l'argent. Vous n'avez pas dit à Étienne? Non. Et en regardant sa fiancée, je pense que j'ai pris la bonne décision. Elle détournerait instantanément son attention de lui vers moi et ma fortune. Laurent a secoué la tête. Toutes les personnes ne sont pas comme ça, Chantal. Peut-être que vous sous-estimez votre fils et son choix. Peut-être. Mais je vois comment elle me regarde avec un mépris à peine dissimulé. Et comment elle manipule Étienne. Il est comme sous un charme. Il ne voit rien d'autre qu'elle. L'amour est souvent aveugle, a remarqué Laurent. Mais ça passe. J'ai peur que quand ça passera, il sera trop tard. La porte du balcon s'est ouverte et Étienne est apparu, l'air inquiet. Maman, te voilà. Je te cherchais. Il a remarqué Laurent. Bonjour. Étienne, voici Laurent Berger, un vieil ami. Je les ai présentés. Laurent, voici mon fils, Étienne. Ils se sont serrés la main. Ravi de vous rencontrer, a dit Laurent. Félicitations pour votre mariage à venir. Merci, a dit Étienne, l'air un peu perplexe. Maman ne m'a jamais parlé de vous. Nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années, lorsque votre mère conseillait mon entreprise sur des questions fiscales, a menti Laurent avec aisance. Nous sommes restés en contact depuis. Étienne a hoché la tête, acceptant l'explication. Pascal voudrait discuter des détails de demain avec toi, maman. Pourrais-tu revenir à table? Bien sûr, ai-je dit en me tournant vers Laurent. C'était un plaisir de vous revoir. De même, a-t-il dit en me tendant sa carte de visite. Appelez-moi si vous avez un moment avant de partir. Je pourrais vous montrer mon nouveau bureau. J'ai pris la carte, comprenant qu'il me proposait une rencontre pour discuter de la situation plus en détail. Je le ferai. Quand Étienne et moi sommes retournés dans la salle, Pascal racontait déjà aux invités l'histoire de sa robe de mariée, omettant délibérément les détails pour garder l'effet de surprise. Ah, vous voilà, nous a-t-elle souri. Madame Dubois, je parlais justement de la répétition de demain. Vous devez être à l'église pour 14 heures. J'espère que ce n'est pas trop tôt pour vous. Pas du tout, ai-je répondu, ignorant une autre allusion à mon âge. Merveilleux. Étienne, chéri, tu t'assureras que ta mère arrive à l'église à l'heure? Elle pourrait avoir du mal à s'orienter en ville. Bien sûr, je passerai la prendre. Étienne a hoché la tête, ne remarquant pas le ton condescendant de sa fiancée. J'ai observé leur interaction avec une inquiétude croissante. Pascal dirigeait habilement chaque conversation, chaque décision, et Étienne suivait volontiers ses instructions. C'était une dynamique malsaine, mais je savais que toute ingérence de ma part ne ferait qu'éloigner mon fils. La soirée touchait à sa fin, et les invités ont commencé à partir. Étienne m'a proposé de me ramener à l'hôtel, mais j'ai insisté pour prendre un taxi, voyant comment Pascal jetait des regards impatients à sa montre. À demain, mon chéri. Je l'ai embrassé sur la joue. C'était un plaisir de rencontrer tout le monde. À demain, Madame Dubois. Pascal m'a offert un autre de ses sourires parfaits. J'espère que vous vous reposerez bien. Dans le taxi, j'ai sorti la carte de visite de Laurent. Au dos, il avait griffonné. Petit déjeuner à 8 heures, café Bristol, au coin de votre hôtel.
Nous devons parler. J'ai mis la carte dans mon sac, en pensant à la soirée. Pascal s'était avérée encore pire que ce que j'avais imaginé. Calculatrice, manipulatrice, avec un mépris évident pour les personnes qu'elle considérait comme inférieures à elle. Étienne, mon fils intelligent et sensé, semblait inconscient de sa vraie nature, aveuglé par sa beauté et son charisme. De retour dans ma chambre, j'ai appelé Laurent pour confirmer notre rendez-vous. La conversation a été brève. Nous comprenions tous les deux la nécessité de discuter de la situation en personne. En m'endormant, je pensais que je devais rester neutre pour le bonheur de mon fils, même si je pensais que son choix était mauvais. Après tout, c'était sa vie et ses décisions. Mais quelque chose me disait que le silence pourrait conduire à des problèmes encore plus grands. J'ai aussi pensé à la façon dont le comportement de Pascal changerait si elle découvrait ma véritable situation financière. Cette pensée a fait naître un sourire amer sur mes lèvres. Sa réaction serait si prévisible. Mais j'ai décidé de ne pas révéler mon secret, du moins pas encore. Laisser le mariage se dérouler comme prévu, sans drame ni bouleversement inutile. J'en discuterai avec Laurent demain. Il me donnait toujours de sages conseils. Le matin du jour du mariage était clair et sans nuages, comme si la nature elle-même bénissait cette union. Je me suis réveillée tôt, avant 7 heures, et je suis restée longtemps à la fenêtre, regardant la ville s'éveiller progressivement. Le petit déjeuner avec Laurent la veille m'avait laissé avec des sentiments mitigés. Vous devez dire la vérité à Étienne sur votre situation financière, avait-il insisté en remuant son café. Surtout maintenant qu'il engage sa vie avec une femme comme Pascal. Quelle différence cela ferait-il, avais-je objecté. Cela ne fera que compliquer les choses s'il l'aime vraiment. L'aime-t-il ou est-il sous son influence? Laurent avait secoué la tête. Je ne les ai vus ensemble que quelques minutes, mais même moi, je vois qu'elle le manipule. Je ne pouvais pas être en désaccord avec son observation, mais j'avais toujours des doutes. Révéler la vérité maintenant, à la veille du mariage, provoquerait le chaos. Étienne se sentirait trahi. Et Pascal? Eh bien, il n'était pas difficile d'imaginer sa réaction. Finalement, Laurent et moi nous sommes mis d'accord pour que j'attende après le mariage. Il a promis de venir à la cérémonie en tant que mon vieil ami. Pascal l'avait ajouté à contre-cœur à la liste des invités après leur rencontre fortuite de la veille. On a frappé à la porte, me tirant de ma rêverie. Sur le seuil se tenait une jeune femme avec une mallette de maquillage. Madame Dubois? Je suis Ashley, la maquilleuse. Mademoiselle Tremblay m'a envoyé pour vous aider à vous préparer pour la cérémonie. J'ai haussé un sourcil de surprise. Pascal n'en avait pas parlé. C'est inattendu, mais pourquoi pas, ai-je répondu après un moment de réflexion. Entrez, Ashley. La jeune femme est entrée et a commencé à étaler ses outils sur la coiffeuse. Mademoiselle Tremblay m'a donné quelques instructions sur votre look, a-t-elle commencé, un peu incertaine. Je suis sûre qu'elle l'a fait, ai-je souri. Mais savez-vous quoi? Laissez-moi vous dire ce que je veux. Après tout, c'est mon visage. Ashley a semblé un peu déconcertée, mais a hoché la tête. Bien sûr, Madame Dubois. Que préférez-vous? Je veux un maquillage naturel et élégant. Rien de tapax en grave-l'œil ou de trop jeune, et pas d'expérience avec des fards à paupières lilas, ai-je dit en remarquant la palette correspondante dans sa trousse. Des couleurs pastel, un trait d'eyeliner léger, un peu de mascara et un rouge à lèvres rose chaud, pas rouge vif. Ashley a hoché la tête, appréciant clairement ma connaissance du maquillage. Et vos cheveux? Quelque chose de classique et d'élégant. Pas de choucroute ni de coiffure trop compliquée. Peut-être un chignon bas avec quelques mèches lâches autour du visage. Parfait. Ashley a semblé pousser un soupir de soulagement. Je dois admettre que les instructions de Mademoiselle Tremblay étaient un peu différentes. J'en suis certaine, ai-je dit sèchement. Mais je suis sûre que nous pouvons créer un look qui sera à la fois digne et élégant. Après tout, je suis la mère du marié, pas une star invitée dans une émission de télé-réalité. Ashley a gloussé doucement, et j'ai senti une certaine complicité s'installer entre nous. L'heure suivante s'est écoulée dans une conversation agréable pendant qu'elle travaillait sur mon apparence, suivant mes souhaits mais en y ajoutant ses touches professionnelles. Quand elle a eu fini, j'étais plus que satisfaite du résultat. Le miroir reflétait une femme élégante de 65 ans, qui n'essayait pas de paraître plus jeune, mais qui n'avait pas non plus l'air démodée. « Vous êtes magnifique, Madame Dubois », a dit Ashley sincèrement. « Très sophistiquée. » « Merci, ma chère. Vous êtes une excellente professionnelle,
ai-je dit en lui tendant un généreux pourboire, qu'elle a d'abord essayé de refuser. S'il vous plaît, prenez-le. Vous avez fait exactement ce que je voulais. Après le départ d'Ashley, j'ai enfilé ma robe grise argentée d'un créateur milanais et des chaussures à talons bas. J'ai accessoirisé le tout avec des boucles d'oreilles en perles et un fin bracelet en platine, subtil mais de bon goût. Étienne est venu me chercher vers 11 heures. Il portait un smoking, excité et heureux. « Tu es magnifique, maman », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Prête pour le grand jour ?»« Bien sûr, mon chéri. Et toi? Tu n'es pas nerveux? » ?»« Un peu », a-t-il admis avec un sourire. « Mais dans le bon sens. Pascal a tout organisé. Ce sera parfait. » Sur le chemin de l'église, il m'a parlé des derniers préparatifs, des invités venus de loin et de la lune de miel qu'il prévoyait de passer à Bali. J'écoutais, heureuse pour lui, mais je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment de malaise. L'église choisie pour la cérémonie était ancienne et magnifique, avec des vitraux à travers lesquels la lumière du soleil filtrait en rayons multicolores. Les invités se rassemblaient déjà, parlant à voix basse. J'ai remarqué Laurent assis au 3e rang. Il m'a fait un signe de tête et j'ai répondu par un léger sourire. Étienne m'a conduite à une place au 1er rang, à côté des parents de Pascal. Olivia Tremblay m'a examiné de la tête aux pieds, en haussant légèrement les sourcils. « Madame Dubois », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Quelle robe intéressante. Pascal a mentionné qu'elle vous avait envoyé une styliste. » « Oui, c'était très gentil de sa part », ai-je répondu de manière neutre. « Ashley est une excellente professionnelle. » Elle a pincé les lèvres, manifestement peu impressionnée par le résultat. « Eh bien, l'important est que Pascal soit heureuse. » J'ai hoché la tête en silence, décidant de ne pas répondre à la provocation. La cérémonie a commencé pile à l'heure. Étienne se tenait devant l'autel, ajustant nerveusement sa cravate. Lorsque la marche nuptiale a commencé, tout le monde s'est tourné vers l'entrée. Pascal était éblouissante dans sa robe en dentelle d'un célèbre créateur. Elle a descendu l'allée au bras de son père, rayonnante de bonheur et de fierté. J'ai vu le visage d'Étienne s'illuminer à la vue de sa fiancée, et pendant un instant, j'ai oublié tous mes doutes. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'ils s'aimaient vraiment. La cérémonie était belle et touchante. Lorsque les mariés ont échangé leurs vœux, je me suis surprise à essuyer une larme. Peu importe ce que je pensais de Pascal, voir le bonheur de mon fils à ce moment-là était une vraie joie. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers la luxueuse salle de banquet de l'hôtel Westin. Tout était décoré avec goût en blanc et or, avec des fleurs fraîches et des lustres en cristal. Pascal n'avait clairement pas lésiné sur les moyens, et je me demandais combien le mariage avait coûté. Étienne avait parlé d'un prêt immobilier pour un appartement. S'était-il vraiment endetté pour une seule journée? Au dîner, j'ai été placée à une table avec plusieurs parents âgés de Pascal et 2 couples mariés, amis de la famille Tremblay. Laurent était à une autre table, mais il n'arrêtait pas de m'envoyer des regards encourageants. La soirée s'est déroulée comme d'habitude, toast, danse, rire. Je suis restée à l'écart du centre de l'attention, observant mon fils et sa nouvelle femme. Ils semblaient heureux, dansant, entourés de leurs invités. Mais j'ai remarqué que Pascal chuchotait plusieurs fois quelque chose à ses amis, en jetant un coup d'œil dans ma direction, suivi de rires étouffés. Pendant une des pauses entre les danses, Olivia Tremblay s'est approchée de moi avec une coupe de champagne. « Comment appréciez-vous la fête, Madame Dubois ?» a-t-elle demandé avec une politesse feinte. « C'est très beau », ai-je répondu. Pascal a tout organisé à la perfection. « Oui, ma fille recherche toujours la perfection », a-t-elle dit avec une fierté non dissimulée dans sa voix. Vous savez, quand Étienne est venu dîner chez nous pour la première fois, mon mari et moi étions un peu surpris par son choix. Il vient d'un milieu si modeste. Mais il s'est avéré être un jeune homme intelligent avec de l'avenir. Pascal a vu son potentiel. J'ai réprimé la réponse cinglante qui était sur le point de m'échapper. Au lieu de cela, j'ai souri et dit, « Je pense aussi qu'ils sont bien assortis. » Olivia a hoché la tête, ne relevant manifestement pas l'ironie de mon ton. « J'espère que vous ne vous sentez pas mal à l'aise parmi tous ces gens. Nous sommes habitués à un certain cercle d'amis, vous savez. » « Ne vous inquiétez pas, » ai-je dit calmement. « Je suis parfaitement à l'aise. » Elle a froncé légèrement les sourcils, comme si ma réponse l'avait déçue, et s'est éloignée pour rejoindre d'autres invités. Bientôt, ce fut le moment de la traditionnelle coupe du gâteau. Une énorme structure à 3 étages, décorée de fleurs en pâte à sucre et de feuilles d'or,
a été roulé au milieu de la salle. Pascal et Étienne se tenaient côte à côte pour les photos, tenant le couteau ensemble. Et maintenant, invitons les mères de nos jeunes mariés, a annoncé le maître de cérémonie. Olivia tremblait, s'est précipitée vers sa fille. Je me suis également levée et me suis dirigée vers le gâteau, sentant les regards des invités sur moi. Mettez-vous ici, Madame Dubois. Pascal m'a indiqué une place à côté d'elle, souriant pour le photographe. Mais j'ai surpris une lueur étrange dans ses yeux. Nous avons posé pour quelques photos. Puis les jeunes mariés ont coupé le gâteau. Les invités ont applaudi. Pascal a pris un petit morceau et l'a porté aux lèvres d'Étienne dans un geste traditionnel. Il a fait de même. Et maintenant, a dit Pascal en se tournant vers moi avec un morceau de gâteau sur une assiette. Une gâterie pour la maman d'Étienne. Elle m'a tendu l'assiette, toujours souriante. Je l'ai prise, mais au dernier moment, Pascal a semblé trébucher, et le morceau de gâteau a volé directement sur mon visage. Il y eut un moment de silence. Puis, quelqu'un a ri nerveusement. Je suis restée là, stupéfaite, sentant la crème couler sur mon visage et sur ma robe. « Oh, que je suis maladroite !» s'est exclamé Pascal avec un regret fin. « Goûtez au dessert, ma pauvre vieille !» Elle a dit les derniers mots à voix basse, mais assez fort pour que moi et les invités à proximité l'entendions. Ses yeux pétillaient de méchanceté. Étienne se tenait à côté de moi, choqué, ne sachant comment réagir. « Pascal, qu'est-ce que tu… » a-t-il commencé, mais elle l'a interrompu en riant. « Oh, je suis une telle empotée. Que quelqu'un aide Madame Dubois à se nettoyer. » Olivia Tremblay m'a tendu une serviette, incapable de cacher un léger sourire narquois. « Tenez, ma chère. Quel malheureux accident. » J'ai pris la serviette et j'ai commencé à m'essuyer le visage, en essayant de garder ma dignité. Les invités chuchotaient entre eux, certains continuant de rire nerveusement. « Ce n'était pas un accident », a dit une voix forte derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Laurent se frayer un chemin à travers la foule d'invités. C'était un geste délibéré de manque de respect envers une femme qui mérite bien mieux, a-t-il poursuivi en s'approchant de moi. Envers une femme qui pourrait acheter cet hôtel ainsi que toutes vos maisons, voitures et comptes en banque. Un silence de mort est tombé sur la salle. Tous les yeux étaient fixés sur Laurent. « De quoi parlez-vous » a demandé Pascal, ne souriant plus. « Je parle du fait », s'est tourné Laurent vers les invités, que Chantal Dubois, que vous considérez comme une pauvre vieille, est en fait l'une des femmes les plus riches de ce pays. Sa fortune est estimée à des milliards d'euros. Un murmure de surprise a parcouru la salle. Pascal est devenu pâle, sa bouche s'ouvrant dans un étonnement muet. « C'est une sorte de blague », a-t-elle réussi à dire. « Pas du tout », a dit Laurent. « Je suis le conseiller financier de Madame Dubois depuis plus de 20 ans. Elle préfère vivre modestement et ne pas étaler sa richesse. Mais je ne peux pas rester là et vous regarder l'humilier devant tout le monde. » Étienne regardait de Laurent à moi, ses yeux remplis d'incrédulité et de choc. « Maman, c'est vrai. » J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu de révéler mon secret, mais je n'avais pas le choix. « Oui, Étienne, c'est vrai. » Pascal a semblé reprendre ses esprits. Son visage, qui avait été aussi pâle qu'un linge, était maintenant couvert de taches rouges. Elle a fait un pas vers moi, tendant la main. « Madame Dubois, je ne savais pas. C'était une blague stupide. Je n'ai jamais voulu vous offenser. » J'ai reculé, évitant son contact. « Ne vous donnez pas cette peine, Pascal. Vos vrais sentiments à mon égard étaient clairs depuis le début. La seule différence est que maintenant, vous savez qui vous avez vraiment offensé. » Olivia Tremblay s'est approchée de nous, son visage un mélange de choc et d'incrédulité. « Mais comment ? Vous êtes une comptable d'une petite ville. Une comptable qui sait comment gérer ses finances, ai-je répondu calmement, et qui préfère ne pas étaler sa richesse. » Étienne se tenait toujours à proximité, secoué. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» a-t-il demandé doucement. « Je voulais que tu deviennes un homme indépendant qui ne compte pas sur l'argent de sa mère, » ai-je dit en le regardant dans les yeux. Et il semble que j'avais raison de craindre que la vérité puisse attirer un certain type de personne. Mon regard s'est déplacé vers Pascal, qui avait maintenant l'air prêt à s'enfoncer sous terre. Les invités se tenaient dans un silence gêné, ne sachant comment réagir au drame qui se déroulait sous leurs yeux. Le maître de cérémonie a essayé de détendre l'atmosphère en annonçant qu'il était temps de danser, mais personne n'a bougé. « Je crois que je ferais mieux de partir », ai-je dit, en essuyant toujours la crème de mon visage.
Je ne veux pas gâcher votre fête plus que je ne l'ai déjà fait. Non, maman, s'il te plaît. Étienne a pris ma main. Nous devons parler. Pas maintenant, ai-je dit doucement en me dégageant. C'est ton mariage. Profite de ta journée. Nous parlerons plus tard. Laurent s'est approché de moi. Je vous raccompagne. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, suivis par les regards stupéfaits des invités. J'ai senti une larme couler sur ma joue, se mélangeant au reste du glaçage du gâteau. Attendez. Pascal nous a rattrapés à la porte. Son visage était désespéré. Madame Dubois, s'il vous plaît, ne partez pas. Je suis tellement désolée pour mon comportement. C'était une blague stupide et cruelle. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Vous savez, Pascal, me suis-je tournée vers elle. L'argent ne change pas les gens. Il leur permet simplement de montrer qui ils sont vraiment. Et aujourd'hui, vous avez montré votre vrai visage, non seulement à moi, mais à tout le monde ici, y compris mon fils. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je pars maintenant. Retournez auprès de vos invités, et essayez de sauver ce qui reste de votre mariage. Sur ce, j'ai quitté la salle, laissant derrière moi Pascal avec une expression de désespoir total sur le visage et les invités chuchotants, qui n'avaient pas encore pleinement réalisé le drame auquel ils venaient d'assister. Le trajet de retour à l'hôtel s'est fait en silence. Laurent conduisait, me jetant de temps en temps des regards inquiets, mais sans rompre le silence. J'étais assise, regardant par la fenêtre les lumières de la ville défiler, sentant encore le résidu collant du gâteau sur mon visage. « Ça va ?» a-t-il finalement demandé lorsque nous nous sommes arrêtés devant l'entrée de l'hôtel. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais ça ira. » Il a hoché la tête, comprenant que j'avais besoin d'espace et de temps pour réfléchir. « Appelez-moi si vous avez besoin de moi, à n'importe quelle heure. » Je lui ai serré la main avec reconnaissance et je suis sortie de la voiture. Dans ma chambre, la première chose que j'ai faite a été de prendre une longue douche, lavant les traces d'humiliation avec les restes de crème et de maquillage. Debout sous le jet d'eau, je me suis enfin permis de pleurer. En silence, comme j'avais pris l'habitude de le faire pendant de nombreuses années de solitude. Lorsque mes émotions se sont calmées, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Le secret que j'avais gardé pendant des décennies n'était plus un fardeau. Le monde ne s'était pas effondré. Le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Ce que j'avais tant craint s'était produit, mais j'étais toujours debout. Enveloppée dans un doux peignoir d'autel, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, assailli d'appels et de messages. Étienne, Pascal plusieurs fois, même Olivia tremblait. J'ai coupé le son, n'étant pas encore prête à parler à qui que ce soit. Je n'ai lu qu'un seul message, de Laurent. Parfois, la vérité est libératrice, même lorsqu'elle arrive de manière inattendue. Reposez-vous. Demain est un autre jour. Je me suis endormie en pensant à quel point la vie s'était avérée étrange. Pendant des années, j'avais redouté ce moment. Le moment où mon secret serait révélé et où le monde me verrait pour ce que j'étais vraiment. Mais au lieu d'un désastre, je ressentais une libération. Le matin a apporté clarté et détermination. Je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil, me sentant reposée pour la première fois depuis longtemps. Je suis restée allongée quelques minutes, regardant la lumière danser sur le plafond et réfléchissant à mes prochaines étapes. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Laurent. Il a répondu à la première sonnerie, comme s'il avait attendu mon appel. « Comment allez-vous » Sa voix semblait sincèrement préoccupée. « Mieux que ce que j'espérais » ai-je répondu. « Puis-je vous demander une faveur ?» Bien sûr. J'ai besoin de voir mon avocat aujourd'hui, si possible. Vous voulez revoir votre testament ? Il n'y avait aucune surprise dans sa voix. Pas seulement. Il est temps de mettre de l'ordre dans mes affaires. La vie est trop imprévisible, comme on peut le voir. Laurent a promis de s'occuper de tout et de me rappeler. Quand j'ai raccroché, le téléphone a de nouveau sonné immédiatement. Étienne. Cette fois, j'ai répondu. Maman. Sa voix semblait épuisée. Tu vas bien ? Oui, mon chéri. Et toi ? Une longue pause. Je ne sais pas. Tout est si confus. J'ai besoin de te parler en personne. J'ai accepté de le retrouver dans un café près de l'hôtel dans 1 heure. La conversation qui nous attendait n'allait pas être facile, mais il ne servait à rien de la remettre à plus tard.
Le café s'est avéré être un endroit confortable avec un intérieur vintage et une musique de jazz douce en fond sonore. Étienne m'attendait déjà à une table dans un coin, faisant tourner une tasse de café froid entre ses mains. Il avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux. Il n'avait clairement pas dormi de la nuit. « Bonjour », ai-je dit en m'asseyant en face de lui, essayant de paraître calme. « Salut », a-t-il dit en levant les yeux vers moi. Ses yeux montraient un mélange d'émotions, ressentiment, confusion, curiosité. Je ne sais même pas par où commencer. « Et si on commençait par les questions ?» ai-je suggéré. « Je suis sûr que tu en as beaucoup. » Il a hoché la tête, rassemblant ses pensées. « C'est vrai? Tu es vraiment milliardaire? » « Oui, » ai-je répondu simplement. « Depuis un bon bout de temps maintenant. »« Mais comment ?» Il a secoué la tête. « Tu as toujours vécu si modestement. Pas de manoir, de voiture chère, de voyage en jet privé. »« Parce que ce n'est pas nécessaire pour le bonheur, » ai-je haussé les épaules. « Je suis bien dans ma maison. J'aime mon jardin et mes voisins. Pourquoi changer quelque chose qui me satisfait? »« Mais tu aurais pu. Nous aurions pu. » Il a hésité, incapable de trouver les mots. « Tout avoir. » J'ai souri doucement. Est-ce que cela nous aurait rendus plus heureux? Étienne est resté silencieux, luttant manifestement avec des émotions contradictoires. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-il finalement lâché. « Toutes ces années, j'ai cru que nous joignions à peine les deux bouts. Tu te souviens comment je travaillais à temps partiel au lycée pour m'acheter mon premier ordinateur? Ou comment j'ai contracté des prêts étudiants pour mes études? Que j'ai secrètement remboursé, ai-je ajouté doucement. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai remboursé tes prêts quand tu étais en 2e année, en tant que bienfaiteur anonyme. Mais je voulais que tu donnes de la valeur à tes études, que tu comprennes la valeur des choses. Donc tout cela était une manipulation. Sa voix était teintée de colère. Un test, une expérience sur ton propre fils. Non, Étienne. J'ai secoué la tête. C'était une protection. J'ai vu ce que l'argent fait aux gens. Comment il change les relations, déforme les valeurs. Ton père nous a quittés pour une femme qu'il pensait riche. Imagine comment ta vie aurait été différente si tu avais grandi en sachant ce dont nous étions capables. Qui serais-tu devenu? Quels amis aurais-tu choisi? Il est resté silencieux, réfléchissant à mes paroles. Je voulais que tu deviennes une personne qui valorise le travail acharné, l'honnêteté et les vraies relations, ai-je poursuivi. Une personne qui réussit par elle-même, pas en se prélassant dans la richesse de sa mère. Et comment penses-tu que j'ai tourné? A-t-il demandé amèrement. Mieux que tu ne le penses, ai-je souri. Tu as tout accompli par toi-même. Une bonne éducation, une carrière, le respect de tes collègues. Je suis fier de toi, Étienne. J'ai toujours été fier de toi. Il a détourné le regard, s'adoucissant visiblement mais traitant toujours l'information. Et Pascal? A-t-il finalement demandé. Qu'est-ce que tu penses d'elle? J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense que tu connais la réponse, surtout après hier. Elle était bouleversée, nerveuse. A-t-il commencé à se défendre, mais sans grand enthousiasme. Étienne, les jeux interrompus doucement. Ce qu'elle a fait hier n'était pas un accident. C'était un acte délibéré d'humiliation. Et ce n'est pas qu'elle ne connaissait pas ma situation. C'est qu'elle pensait qu'il était acceptable de traiter quelqu'un qu'elle considérait comme insignifiant de cette façon. Il a baissé la tête, reconnaissant la vérité de mes paroles. Elle m'a appelé toute la nuit, a-t-il dit à voix basse. Elle a pleuré, s'est excusée, a dit que c'était une blague stupide. Et tu la crois? Je ne sais pas. Il a passé la main dans ses cheveux dans un geste de désespoir. Tout est si confus. Nous devrions être dans un avion pour Bali en ce moment, et à la place. Tu es assis ici à parler à une mère qui s'est avérée ne pas être celle que tu pensais qu'elle était. Ai-je terminé pour lui? Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Ne t'excuse pas, a-t-il dit avec une fermeté inattendue. Ce n'est pas ta faute. Si Pascal n'avait pas fait une telle scène. Si elle t'avait simplement traité avec respect. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Étienne a demandé, « Et maintenant ?»« Maintenant, tu dois prendre une décision, » ai-je répondu. « Sur ta vie. Sur ton mariage. Je n'interviendrai pas. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer chez moi.
Je vais continuer à vivre ma vie, ai-je souri. Seulement maintenant, peut-être, je m'autoriserai à être un peu plus ouverte. Il y a des projets que je voulais faire depuis longtemps. Quel type de projet? Améliorer Bellefontaine, par exemple. La ville a besoin d'un nouveau parc. L'hôpital a besoin d'être rénové. Je peux faire beaucoup maintenant que je n'ai plus à me cacher. Étienne a hoché la tête, souriant sincèrement pour la première fois depuis notre rencontre. Tu sais, j'ai toujours aimé Bellefontaine. Calme, accueillant. Ça m'a manqué, même si je ne me l'avouais pas. Tu peux toujours revenir, ai-je dit. Ma porte t'est toujours ouverte. Merci, a-t-il dit en couvrant ma main de la sienne. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour régler les choses avec Pascal, avec notre mariage. Bien sûr, ai-je hoché la tête avec compréhension. Je serai là encore quelques jours si tu as besoin de moi. Nous nous sommes dit au revoir en nous serrant plus fort que d'habitude. Quelque chose avait changé entre nous, peut-être pour le mieux. Au moins, maintenant, notre relation était basée sur la vérité, pas sur une illusion soigneusement entretenue. Quand je suis retournée à l'hôtel, j'ai trouvé un message de Laurent. Il avait organisé une réunion avec mon avocat, maître Martin Chevalier, à 14 heures à son cabinet en centre-ville. À 14 heures précises, je suis entrée dans l'immeuble de verre de l'avenue Montaigne. Maître Chevalier m'a accueilli avec son sourire réservé habituel. Nous travaillons ensemble depuis plus de 15 ans, et il connaissait toutes mes affaires. Madame Dubois, ravie de vous voir, a-t-il dit en me faisant entrer dans son bureau spacieux avec vue sur les toits de Paris. Maître Berger m'a fait un bref exposé de la situation. Comment puis-je vous aider? Je dois revoir mon testament, ai-je dit en m'installant dans un fauteuil en cuir, et discuter de la création d'une fondation caritative. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter en détail des changements à apporter à mes arrangements financiers. J'ai décidé d'exclure totalement Pascal de mon testament. Étienne resterait l'héritier d'une partie de la succession, mais une part plus importante irait désormais à une fondation caritative dédiée au développement de Bellefontaine et à des programmes éducatifs pour les enfants de familles à faible revenu. Ce sont des changements importants, a remarqué Maître Chevalier en prenant des notes. En êtes-vous sûr? Absolument, ai-je hoché la tête. Les événements de ces derniers jours m'ont montré qu'il est temps de prendre la responsabilité de ce que je possède, d'utiliser ces ressources à bon escient plutôt que de simplement les accumuler. Et votre maison, a-t-il demandé. Compte tenu de vos nouveaux projets, vous pourriez vouloir déménager dans quelque chose de plus. Non, ai-je répondu fermement. Je reste dans ma maison. Elle m'est chère, et elle est assez confortable pour une personne. Maître Chevalier a hoché la tête avec compréhension et a continué à remplir les formalités. Quand toutes les formalités ont été accomplies, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. C'était comme si une étape de ma vie s'était terminée et qu'une autre avait commencé, plus consciente, plus déterminée. En quittant le bureau, j'ai trouvé plusieurs appels manqués de Pascal. En soupirant, j'ai décidé que tôt ou tard, je devrais lui parler. Mieux valait maintenant que de laisser la situation s'envenimer. Je l'ai rappelé, me préparant à un flot d'excuses et de justifications. Madame Dubois? Sa voix semblait agitée. Merci d'avoir rappelé. J'étais si inquiète. Que vouliez-vous, Pascal? Ai-je demandé sans détour. Je voulais m'excuser pour hier. C'était horrible de ma part. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les nerfs, le stress du mariage. Pascal, les jeux interrompus. Soyons honnêtes l'une envers l'autre. Vous n'avez pas agi ainsi à cause du stress. Vous avez simplement montré vos vrais sentiments à mon égard. Non, vous vous trompez. Je vous ai toujours respecté. Vraiment. Je n'ai pas pu m'empêcher une pointe d'ironie. Alors, pourquoi m'avez-vous traité de pauvre vieille? Elle s'est tue, manifestement non préparée à une question aussi directe. C'était une blague stupide, a-t-elle finalement lâché. Je ne le pensais pas. Si, vous le pensiez, ai-je dit fermement. Et vous savez quoi? C'est en fait une bonne chose que cela se soit produit. Au moins maintenant, nous connaissons tous la vérité sur ma situation et sur votre caractère. Madame Dubois, s'il vous plaît, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton suppliant. Rencontrons-nous et parlons. Je peux tout expliquer. Étienne est si bouleversé. Étienne n'est pas bouleversé à cause de moi, ai-je dit. Il est bouleversé parce qu'il a vu une nouvelle facette de vous. Ce n'est pas juste. Une seule action ne définit pas une personne. J'aime vraiment Étienne et je veux réparer notre relation,
Surtout maintenant que... Elle n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'elle allait dire. Maintenant que vous savez que je suis riche, ai-je complété, lasse. Pascal, je ne serai pas votre ennemi, mais je ne vais pas non plus prétendre que rien ne s'est passé. En ce moment, vous devez régler les choses avec Étienne. C'est entre vous deux. Mais vous êtes sa mère. Il vous écoute. Si vous lui disiez. Je n'interviendrai pas, ai-je dit fermement. Étienne est un homme adulte et prendra ses propres décisions. Elle a recommencé à dire quelque chose, mais je l'ai gentiment interrompue. Je dois y aller, Pascal. Bonne chance. J'ai raccroché, me sentant étrangement soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit ce que je pensais vraiment, sans filtrer mes paroles à travers le prisme d'un secret qu'il fallait garder. Ce soir-là, j'ai retrouvé Laurent pour dîner dans un petit restaurant près de l'hôtel. Il a écouté mon récit de mes rencontres avec Étienne et l'avocat, et ma conversation avec Pascal, avec son attention et sa compréhension caractéristique. Vous avez changé, a-t-il remarqué quand j'ai eu fini. C'est comme si un lourd fardeau avait été levé. C'est le cas, ai-je souri. C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant tant d'années, j'ai eu peur de ce moment, et maintenant je ne ressens que du soulagement. Ce n'est pas aussi étrange que ça en a l'air. Il a secoué la tête. Les secrets ont le don de nous peser, même quand on pense qu'ils nous protègent. Que pensez-vous qu'il adviendra d'Étienne et Pascal? Ai-je demandé en remuant mon thé. C'est difficile à dire, a haussé les épaules Laurent. Mais si Étienne a hérité ne serait-ce que d'une fraction de votre perspicacité, il fera le bon choix. Je l'espère, ai-je soupiré. Je ne veux pas qu'il souffre. Parfois, la souffrance est une partie nécessaire de la croissance, a remarqué Laurent philosophiquement. Vous le savez mieux que quiconque. J'ai hoché la tête, pensant à mon propre parcours, aux années de solitude, aux secrets que j'avais gardés, aux décisions que j'avais prises, certaines bonnes, d'autres mauvaises. Quand rentrez-vous à Bellefontaine? A demandé Laurent, interrompant mes pensées. Dans 3 jours. Je veux donner à Étienne le temps de réfléchir avant de partir. Je peux vous accompagner, a-t-il offert. Aider à la mise en place de la fondation, au plan d'amélioration. Je l'ai regardé avec reconnaissance. Toutes ces années, Laurent avait été non seulement mon conseiller financier, mais aussi un ami, peut-être mon seul véritable ami qui me connaissait entièrement, avec tous mes secrets et mes peurs. J'adorerais, ai-je répondu sincèrement. Nous sommes restés tard, à discuter des plans pour l'avenir, des idées pour la fondation, des projets pour Bellefontaine, de voyages possibles, de tout ce que j'avais reporté pendant des années, craignant d'attirer l'attention sur ma richesse. De retour à l'hôtel, je suis resté longtemps à la fenêtre, regardant Paris la nuit. La ville ne dort jamais, toujours en mouvement, toujours en changement. Peut-être qu'il était temps pour moi aussi de changer. Pas dans le sens de déménager ou de changer radicalement mon style de vie. J'aimais toujours ma maison tranquille à Bellefontaine, mon jardin, mes livres. Mais peut-être qu'il était temps d'être plus ouverte, d'utiliser mes ressources non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Je suis allée me coucher, me sentant paisible et excitée. Demain serait un nouveau jour, et je l'affronterai sans le fardeau d'un secret que j'avais porté pendant trop longtemps. 6 mois, c'était assez de temps pour digérer ce qui s'était passé et commencer un nouveau chapitre de ma vie. L'automne à Bellefontaine m'a accueilli avec son calme familier et ses feuilles dorées qui tombaient. Je me tenais sur la terrasse de ma maison, regardant le vent les faire tourbillonner dans une danse nonchalante, et je ressentais un étrange sentiment de paix. Tant de choses avaient changé en ces 6 mois, mais ma maison restait le même havre de paix où je pouvais toujours revenir. Après le mariage scandaleux, j'ai passé une autre semaine à Paris, donnant à Étienne le temps de réfléchir. Nous nous sommes vus 2 fois. Au début, il était confus et blessé, mais ensuite il a progressivement commencé à accepter la vérité. Notre dernière conversation avant mon départ a été difficile. Pascal et moi avons décidé de faire une pause, a-t-il dit en fixant sa tasse de café froid. Elle a emménagé chez ses parents. J'ai hoché la tête, n'exprimant ni joie ni regret. Ces décisions étaient les siennes, et j'avais appris depuis longtemps à les respecter. Et la lune de miel? Nous l'avons annulée, a-t-il dit avec un sourire amer. L'argent est perdu, mais en ce moment, cela semble être le cadet de mes soucis. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Je ne sais pas, a-t-il haussé les épaules. Travailler, réfléchir, comprendre ce qui était réel et ce qui était une illusion. J'ai vu de la douleur dans ses yeux, mais aussi les prémices de la sagesse. Peut-être que cette expérience, aussi amère soit-elle,
lui apprendrait à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Quand je suis rentrée à Bellefontaine, j'ai eu l'impression de me retrouver. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je pouvais vivre ouvertement, sans craindre que quiconque découvre ma situation. Cela ne signifiait pas que j'ai commencé à étaler ma richesse. Mon style de vie est resté modeste, mais l'attention constante, le besoin de contrôler chaque mot et chaque geste avait disparu. Mon premier projet a été la fondation caritative Renaissance de Bellefontaine. Avec l'aide de Laurent et d'une équipe de professionnels, nous avons développé une stratégie pour revitaliser la ville sans détruire son caractère historique et son atmosphère chaleureuse. Les vieilles maisons devaient être préservées, mais recevoir une nouvelle vie. Les routes devaient être rénovées sans les élargir ni transformer les rues calmes en artères bruyantes. Les parcs devaient être agrandis et rendus plus confortables pour les loisirs. Ma rencontre avec le maire, Alain Joly, a eu lieu début juillet. Je me souvenais de lui comme du jeune assistant du maire précédent. Énergique, plein d'idées, mais limité par le budget d'une petite ville. Au fil des ans, il avait mûri. Ses cheveux avaient grisonné et de profondes rides étaient apparues à cause des soucis constants, mais l'enthousiasme dans ses yeux ne s'était pas éteint. « Madame Dubois, a-t-il dit en me serrant la main lorsque nous nous sommes rencontrés dans son modeste bureau à la mairie. « À quoi dois-je cet honneur ? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser, monsieur le maire. » J'ai souri en sortant un dossier de documents. « Que diriez-vous d'une rénovation majeure de notre ville ?» Ses sourcils se sont haussés quand il a vu les chiffres sur la première page. « Ça, c'est 20 millions d'euros pour la première phase. » J'ai hoché la tête. « Et le même montant au cours des 5 prochaines années. » Il a levé les yeux des documents et m'a regardé, essayant manifestement de comprendre la situation. « Pardonnez-moi ma franchise, mais où avez-vous trouvé cet argent ? » J'ai brièvement expliqué l'histoire de ma fortune, en omettant les détails personnels. Sa surprise a progressivement fait place à la compréhension. « Donc, toutes ces années, vous auriez pu vivre n'importe où, comme vous le vouliez, mais vous avez choisi Bellefontaine et une vie normale. »« Cette ville est devenue ma maison, » ai-je répondu simplement. « Je veux qu'elle prospère, mais qu'elle conserve son caractère. Pas de gratte-ciel ni de centres commerciaux géants, juste ce dont les gens ont vraiment besoin. » Nous avons passé plusieurs heures à discuter des détails du projet. Un nouveau parc sur le site d'une usine abandonnée en périphérie, du matériel moderne pour l'hôpital, la réfection des routes, la rénovation des écoles. La liste était longue mais réaliste. « Vous savez, » a dit le maire alors que nous terminions notre réunion. « Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un entre dans mon bureau et propose de changer la ville pour le mieux sans rien demander en retour. »« Eh bien, pas tout à fait rien, » ai-je souri. « Je veux que le parc porte le nom de mon fils, Étienne. C'est tout. » Il a secoué la tête avec une légère incrédulité. « Considérez que c'est fait. » Le lendemain, le journal local titrait « Une milliardaire secrète de Bellefontaine, Chantal Dubois, fait don de millions pour améliorer la ville. » L'article était écrit avec respect, sans sensationnalisme, ce dont j'étais reconnaissante à l'éditeur. Néanmoins, ma vie tranquille a été temporairement perturbée. Les voisins me regardaient avec curiosité, certains s'approchaient avec des questions, d'autres avec des offres d'aide ou des idées de projet. Heureusement, l'excitation initiale s'est rapidement calmée. Les habitants de Bellefontaine, avec une approche pratique typique des petites villes, ont accepté la nouvelle et sont passés à autre chose. J'étais toujours Madame Dubois, qui vit dans la maison au volet bleu pour eux, seulement maintenant avec l'ajout de « et aide notre ville ». Laurent a déménagé à Bellefontaine en août. Il a d'abord séjourné dans un hôtel local, mais a rapidement acheté une petite mais élégante maison non loin du centre-ville. Nous passions beaucoup de temps ensemble, travaillant sur les projets de la fondation, discutant d'investissement, ou simplement profitant de soirées tranquilles de conversation et de bon vin. Notre amitié, éprouvée au fil des décennies, s'est progressivement transformée en quelque chose de plus, bien qu'aucun de nous ne soit pressé de le définir. Mi-septembre, j'ai reçu la première lettre d'Étienne après un long silence. Il écrivait qu'il avait divorcé de Pascal. Le processus avait été rapide compte tenu de la courte durée du mariage et de l'absence de biens communs. Il changeait de travail, déménageait dans un autre quartier de Paris, essayant de repartir à zéro. « Je pense souvent à toi, maman », écrivait-il, à notre conversation après le mariage, à ce que tu as dit sur l'argent et le caractère. Tu avais raison. Pascal a changé dès qu'elle a appris ta situation. Elle s'est soudainement mise à parler de nos opportunités, de la manière dont nous pourrions investir le capital familial.
C'était comme si ton argent nous appartenait déjà. J'ai lu sa lettre avec amertume et soulagement à la fois. Amertume parce qu'il souffrait. Soulagement parce qu'il avait enfin vu le vrai visage de la femme qu'il avait choisi de partager sa vie. J'aimerais venir te voir, concluait-il, pour parler, si ça ne te dérange pas. J'ai répondu le jour même, l'invitant à venir quand il le voudrait. Malgré tout ce qui s'était passé, il était toujours mon fils, et je l'aimais. Étienne est arrivé début octobre, lorsque Bellefontaine était particulièrement belle dans ses couleurs d'automne. Il avait l'air plus mince, mais plus calme que la dernière fois que je l'avais vu. Il y avait une nouvelle profondeur dans ses yeux, comme si l'expérience de la vie avait enfin atteint son âme. Nous nous sommes longtemps promenés en ville, parlant de tout et de rien. Il m'a interrogé sur mes projets et mes plans pour l'avenir. Je lui ai raconté, en essayant de ne pas me concentrer sur l'aspect financier des choses. « Tu as changé, maman », a-t-il remarqué alors que nous étions assis sur un banc du parc, regardant les feuilles tomber. « Tu es devenue plus libre, je suppose. » « C'est vrai, ai-je convenu. La vérité libère, même si elle fait mal, a-t-il hoché la tête, réalisant que cela s'appliquait aussi à sa propre expérience. « Je voulais m'excuser, a-t-il dit après une pause. Pour Pascal, pour son comportement au mariage, et pour le mien aussi. J'aurais dû remarquer ce qu'elle ressentait pour toi. J'aurais dû l'arrêter. Tu n'es pas à blâmer pour ses actions, ai-je dit en touchant doucement sa main. Ni pour tes sentiments. L'amour nous aveugle souvent. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il dit amèrement. Je m'en rends compte maintenant. C'était plutôt de l'engouement, de l'attirance. Elle savait comment faire impression, comment manipuler les gens. Et j'ai cédé. Nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Elle m'a appelé la semaine dernière, a dit Étienne de manière inattendue. Pascal. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle avait fait une erreur. Elle m'a demandé de recommencer. Je me suis tendue, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Et qu'as-tu dit? Que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits après avoir été brûlés. Il a souri faiblement. Elle n'était pas contente de l'entendre. Elle a commencé à parler de ce que je ratais, de tout ce que nous aurions pu accomplir ensemble, surtout avec tes ressources. Elle a dit ça? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Presque mot pour mot. Étienne a hoché la tête. Quand j'ai répondu que je n'avais rien à voir avec ton argent et que je n'allais pas compter dessus, elle s'est mise en colère. Elle a dit que j'étais un imbécile de ne pas profiter d'une telle opportunité, que n'importe quel fils normal essaierait de convaincre sa mère de partager sa fortune avec lui. J'ai secoué la tête, frappé non pas tant par les paroles de Pascal que par sa franchise. Je lui ai dit que je ne voulais plus la voir, a poursuivi Étienne, et je lui ai demandé de ne plus m'appeler. Je ne sais pas si elle écoutera. Elle est persévérante quand elle veut quelque chose. Oui, ai-je remarqué. Au fait, a-t-il soupiré, savais-tu qu'elle a essayé de te contacter par le biais de ta fondation? J'ai haussé les sourcils de surprise. Non, je ne le savais pas. Laurent m'a dit qu'elle avait offert ses services en tant que consultante en relations publiques. Elle a dit qu'elle pourrait aider à la couverture médiatique des projets. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Quelle persévérance incroyable. Plutôt une cupidité incroyable, a secoué la tête Étienne. J'ai tellement honte. Je ne l'ai pas vue avant. On voit ce qu'on est prêt à voir, ai-je dit doucement. Et on apprend de nos erreurs. Étienne est resté à Bellefontaine pendant 3 jours. Pendant ce temps, il a fait la connaissance de Laurent, a aidé à certains projets de la fondation et a même rencontré le maire pour discuter de l'avenir du parc qui porterait son nom. Quand il a été temps de se dire au revoir, j'ai senti qu'un nouveau lien s'était créé entre nous. Un lien plus honnête, plus mature. Viens quand tu veux, ai-je dit en le serrant dans mes bras avant son départ. Cette maison t'est toujours ouverte. Merci, maman, a-t-il dit en me serrant fort en retour. Pour tout. Après son départ, la vie a repris son cours paisible. Le travail sur les projets de la fondation, les soirées avec Laurent, la correspondance avec Étienne, qui appelait et écrivait désormais régulièrement. L'automne s'est doucement transformé en hiver. Bellefontaine s'est couverte d'un manteau de neige, et dans mon cœur, je sentais une certitude croissante que la vie était enfin sur la bonne voie. Avant Noël, Pascal m'a appelé. Je ne m'attendais pas à cet appel, mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai su que j'étais prête. Madame Dubois, a-t-elle dit doucement, presque obséquieusement. Je suis si contente d'avoir pu vous joindre. Comment allez-vous? Bien, Pascal, ai-je répondu de manière neutre.
À quoi dois-je cet appel? Je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, elle a fait une pause, et m'excuser à nouveau pour tout ce qui s'est passé au mariage et après. Merci, ai-je dit, sans dire que j'acceptais ses excuses. Je n'étais pas sûre de le faire. J'ai beaucoup pensé à vous dernièrement, a-t-elle poursuivi, à l'exemple incroyable que vous êtes, une femme qui utilise sa richesse pour aider les autres plutôt que pour s'enrichir. C'est si inspirant. Je suis restée silencieuse, attendant de voir où elle voulait en venir. Vous savez, je travaille dans la publicité. J'ai beaucoup d'expérience dans la création d'images et les campagnes médiatiques. Sa voix est devenue plus professionnelle. Je pourrais aider votre fondation à obtenir plus d'attention et à attirer des fonds supplémentaires d'autres philanthropes. Gratuitement, bien sûr. Ce serait ma façon de me racheter. C'était donc ça. J'ai réprimé un soupir. Merci pour l'offre, Pascal, mais nous avons déjà une équipe de spécialistes et pour être honnête, nous ne cherchons pas la publicité. Mais c'est une telle opportunité, s'est-elle exclamée, oubliant momentanément son ton obséquieux. Avec vos ressources et mon expérience, nous pourrions. Pascal, les jeux interrompus gentiment. J'apprécie votre enthousiasme, mais ma décision est finale. Merci pour votre appel et pour vos vœux, et joyeuses fêtes à vous aussi. J'ai raccroché, ressentant un mélange de déception et de soulagement. Les gens changent rarement radicalement, surtout les personnes comme Pascal, pour qui le gain personnel passe toujours en premier. Ce soir-là, j'ai raconté l'appel à Laurent alors que nous étions assis près de la cheminée dans ma maison, sirotant un vin chaud. Elle est persévérante. Il faut lui reconnaître ça, a-t-il remarqué avec une pointe d'ironie. Mais je suis content que vous n'ayez pas cédé. J'ai appris à reconnaître le manque de sincérité il y a longtemps, ai-je haussé les épaules. Même si je n'ai pas toujours agi en conséquence. Nous faisons tous des erreurs. Laurent a couvert ma main de la sienne. Ce qui compte, c'est que nous apprenions d'elle. J'ai regardé nos doigts entrelacés et j'ai senti une chaleur se propager dans mon corps. Cet homme avait été là pour moi dans les moments les plus difficiles, ne jugeant jamais, toujours solidaire. Et maintenant, alors que la vie commençait enfin à se mettre en place, il était toujours là. Je pense que nous devrions faire un voyage, ai-je dit de manière inattendue. Après le nouvel an. Quelque part loin, où personne ne nous connaît. Un voyage. Il a semblé surpris mais intéressé. Où? Partout, ai-je souri. Autour du monde. J'ai toujours rêvé de voir le monde, mais je ne me le suis jamais permis parce que j'avais peur d'attirer l'attention sur ma situation. Maintenant que cette peur a disparu, pourquoi pas? Laurent m'a regardé avec chaleur et compréhension. Ça a l'air merveilleux. J'adorerais vous accompagner. J'ai passé Noël à la maison avec mes nouveaux amis de la fondation et quelques voisins dont je m'étais rapproché au cours des derniers mois. Étienne est venu pour 2 jours, apportant des cadeaux et des nouvelles de sa vie. Il avait enfin l'air heureux. Il avait trouvé un nouveau travail qu'il aimait, s'était fait des amis et avait même commencé à fréquenter une fille, bien qu'il ait admis être devenu beaucoup plus prudent après son expérience avec Pascal. Quand je lui ai parlé de mes projets de voyage avec Laurent, il était sincèrement heureux pour moi. « Tu le mérites, maman », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. De voir le monde, de profiter de la vie. Merci, mon chéri. J'ai été touchée par son soutien. Tu iras bien. Bien sûr, a-t-il souri. Je vais bien, et ça ne fait que s'améliorer. Après les fêtes, les préparatifs actifs pour le voyage ont commencé. Laurent et moi prévoyons de partir fin janvier. D'abord l'Amérique du Sud, puis l'Afrique, puis l'Asie, l'Australie, et terminer le tour en Europe. Un voyage de 6 mois sans se presser, avec la possibilité de rester où bon nous semblait. En même temps, j'étais occupée avec la fondation, m'assurant que tout fonctionnerait sans problème en mon absence. Nous avions réussi à accomplir beaucoup de choses pendant ces mois. La construction du parc avait commencé. L'hôpital avait reçu de nouveaux équipements et les routes du centre-ville avaient été réparées. Encore plus de projets étaient prévus pour l'avenir. Mi-janvier, j'ai rencontré Maître Chevalier, mon avocat, pour apporter quelques modifications finales à mon testament. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne laisser à Étienne qu'une petite partie de ma succession, assez pour lui assurer une vie confortable, mais pas assez pour le décourager de travailler et de grandir. La majeure partie des fonds était destinée à la Fondation Renaissance de Bellefontaine, qui devait poursuivre son travail.